Salut les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à explorer l'univers autour de l'une des constantes les plus emblématiques des mathématiques, le nombre d'Euler, noté E. De plus, nous allons nous intéresser à la fonction exponentielle, au logarithme népérien et à quel point ce nombre est omniprésent dans les mathématiques. Mais attends, c'est tout ça a l'air d'être compliqué pour vous? Pas de panique, je suis là pour vous expliquer. Donc, reste jusqu'à la fin. Si ça se trouve, tu comprendras. Avant de rentrer dans le sujet du nombre E, remontons le temps vers les années 1600. Un certain mathématicien appelé John Napier a créé le premier livre de tables logarithmiques. Vous voyez les tables de multiplication que vous avez appris au collège? Et ben là, c'est approximativement la même chose. Mais ici, c'est pour le logarithme. Pour rappel, le logarithme est une fonction qui a une base, notée b par exemple, et qui a pour argument un certain nombre. Et la spécificité du logarithme, c'est qu'il est une fonction réciproque de l'exponentiation. En gros, c'est l'inverse de la puissance. Dans notre cas, si un certain nombre a est égal au logarithme en base b de x, cela veut dire que b exposant a est égal à x. Par exemple, le logarithme en base 10 de 100 est égal à 2, car 10 exposant 2 est égal à 100. Facile, non? Bon, en vrai, je peux comprendre si c'est un peu compliqué au départ. Mais vous voyez l'idée? Par simplicité, on peut noter logarithme en base 10 juste en écrivant log. C'est un peu le logarithme par défaut en fait. Une propriété assez intéressante des logarithmes, c'est qu'il permet d'annuler les puissances. Par exemple, si on a une équation du style 10 exposant x est égal à 5, pour ramener le x vers le bas, on fait logarithme en base 10 de 10 exposant x est égal à logarithme en base 10 de 5 forcément, pour équilibrer. Bon, de tête c'est un peu compliqué effectivement, d'où l'intérêt du livre de John Napier. Parce que pour rappel, dans les années 1600, la calculatrice n'existe pas. Une autre propriété qui découle de la propriété précédente, c'est que si nous avons un logarithme en base b de x, et bah b exposant logarithme en base b de x est égal à x. Autrement dit, mettre un logarithme en une certaine base en exposant sur cette même base, cela permet d'annuler le logarithme. Le tableau logarithmique de John Napier a surtout été pensé pour ses collègues astronomes, car en effet, pour déterminer la position des étoiles dans le ciel, on a souvent affaire à des multiplications de grands nombres. Et encore une autre propriété des logarithmes, c'est que le logarithme d'un produit, c'est égal à la somme des logarithmes de chaque facteur. Cela permet de transformer un produit de grand nombre en une somme. Bon, maintenant, reste à mémoriser ce tableau. Et là, je vous souhaite bonne chance. Bon, ça, c'était à propos de John Napier. Mais en fait, quel est le rapport avec le nombre E? J'y viens justement. Il faut juste attendre quelques dizaines d'années, jusqu'à Grégoire de Saint-Vincent, qui a trouvé un logarithme un peu étrange qu'il surnomme le logarithme népérien, en hommage à John Napier. Le logarithme népérien est simplement un logarithme en base E, mais attention, pour le moment, le nombre E est totalement insoupçonné. Grégoire a simplement remarqué que ce logarithme a une propriété assez spéciale, parce que ln de 1 c'est égal à 0. Il faudra encore attendre environ 40 ans avant qu'un certain Jacob Bernoulli propose un certain problème, qui, inconsciemment, permet de dénicher la vraie nature de E. Pour faire simple, il s'est posé la question suivante. Que se passe-t-il si on verse les intérêts financiers de plus en plus souvent? Il semblerait que la réponse à ce problème soit tout simplement le nombre E. Allez, je vous emmène. Partons d'une somme d'argent équivalent à 1 euro. Si on verse les intérêts sur un an, cela nous donne plus 100%. Autrement dit, notre somme de départ serait multipliée par 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on applique les intérêts sur 6 mois? Bon bah vu que c'est la moitié d'un an, on serait tenté de dire que ce serait une augmentation de plus 50%, mais appliquée 2 fois. Cela nous donne 1 plus 1 demi, le tout au carré, ce qui donne cette valeur. En continuant sur ce principe, essayons de verser les intérêts tous les 3 mois maintenant. Cela nous ferait donc la moitié de la moitié, autrement dit un quart. Le tout puissance 4, car on doit l'appliquer 4 fois. Plus on diminue l'intervalle de temps dans lequel on verse les intérêts, plus le nombre de versements augmente.
Et si on écrit n le nombre de versements, on pourrait exprimer ce principe en utilisant les limites. La limite de n qui tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n, le tout exposant n. Si vous ne comprenez pas le concept de limite, cela veut juste dire qu'on prend n et qu'on lui donne une valeur de plus en plus grande. Et vous pouvez même tester sur votre calculatrice en mettant des nombres de plus en plus grands dans n, vous remarquerez que cette expression a l'air de s'approcher d'une valeur précise. Et cette valeur, c'est bel et bien e. On a donc maintenant un moyen de représenter cette valeur. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça nous explique pas vraiment ce que c'est e en fait. Et c'est vrai que pour le moment, ce nombre passe assez inaperçu. Enfin, ça c'est jusqu'à que Leonhard Euler rejoint la scène. Déjà, il se présente comme le découvreur de e, rien que ça. Et il met carrément son nom dans ce nombre d'Euler. Ce mathématicien, c'est un GOAT. Il a posé les bases sur énormément de concepts fondamentaux en mathématiques. Mais aujourd'hui, nous allons juste regarder ce qu'il a fait à propos de e spécifiquement. Même si, au-delà de cela, il a tellement apporté aux mathématiques. Bon, maintenant, pour résumer ce que c'est E exactement, c'est une constante qui a été majoritairement développée par Euler, un nombre qui est irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction de 2 entiers, comme pi ou racine carrée de 2, etc. Encore plus incroyable, c'est que E est un nombre transcendant et hypothétiquement univers, c'est-à-dire que la suite décimale de ce nombre est totalement chaotique et aléatoire, et qu'elle contient strictement toutes les suites numériques que vous pouvez imaginer, et donc, par conséquent, il contient votre numéro de téléphone, votre adresse, votre date de naissance, votre histoire de A à Z, et même l'histoire de l'univers entier. Parce que, en théorie, tout peut être décrypté en une suite de chiffres en informatique. Mais bon, cette information est plus philosophique que pratique, parce qu'en réalité, on ne peut en tirer aucune conclusion. À présent, revenons sur ce fameux Euler. Ce mathématicien adorait manipuler les séries infinies. Et, pour le coup, il a trouvé une nouvelle définition formelle pour ce nombre qu'on appelle le développement en série entier de E. La voici. La somme de n qui va de 0 à plus l'infini de 1 sur n factoriel. Si vous ne connaissez pas vraiment cette notation, cela veut simplement dire qu'on prend une certaine variable n qui augmente de 1 à chaque itération, ou à chaque terme si vous préférez. Si on développe cette somme, ça nous donnerait donc 1 sur 0 factoriel, plus 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, etc., etc. Parce que n augmente de 1 à chaque fois. Et donc du coup, si on fait tendre cette somme vers l'infini, le résultat converge vers le nombre e. Et c'est vrai qu'à première vue, ça peut être étrange de se dire qu'une somme infinie pourrait tendre vers une valeur. Mais bon, c'est comme avec la limite de tout à l'heure, donc rien de nouveau. Autre chose que Euler a découvert grâce au nombre e, c'est l'identité de Euler. Exponentielle ipi plus 1 égale 0. C'est vrai qu'il est étrange de se dire qu'un nombre irrationnel mis en exposant sur un autre nombre irrationnel, accompagné d'un nombre imaginaire, donne un nombre aussi simple que 0. Mais en fait, l'identité d'Euler est juste un résultat de la formule d'Euler. Encore une autre formule d'Euler, oui. Cette formule se présente comme telle. Exponentielle ix est égal à cosinus de x plus i fois sinus de x. Alors oui, désolé, je ne vais pas démontrer cette formule, parce que ça dépasse le cadre de la vidéo. Mais donc ici, pour démontrer notre identité, on peut juste remplacer x par pi. Ce qui nous donne exponentielle ipi est égal à cosinus de pi plus i fois sinus de pi. Et si vous connaissez votre trigonométrie, vous savez que cosinus de pi c'est égal à moins 1, et que sinus de pi est égal à 0. On a donc moins 1 plus i fois 0, autrement dit moins 1. Et puis on peut juste mettre le moins 1 à gauche, ce qui nous donne finalement exponentielle pi plus 1 égale 0. Cette utilisation de e permet, entre autres, de représenter des nombres complexes de manière polaire. Mais bon, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails car je ferai une vidéo là-dessus. Plus concrètement, le nombre d'Euler est un nombre qui apparaît naturellement lorsqu'on étudie des croissances exponentielles. Admettons par exemple une certaine fonction qui décrit la croissance d'une population de lapins. Disons que chaque jour, la population de lapins est multipliée par 2. Ça voudrait dire qu'au début on aurait 2 lapins, ensuite 4 lapins, ensuite 8 lapins, 16 lapins, etc. Mathématiquement, on peut décrire cette croissance grâce à la fonction 2 exposant x.
Et maintenant, essayons de voir la vitesse d'accroissement de cette courbe. En gros, la dérivée. Si on regarde le taux de variation entre le jour 1 et le jour 2 par exemple, on obtiendrait donc 4 moins 2 le tout sur 1. Pour rappel, la formule du taux de variation, c'est f de x plus h moins f de x le tout sur h. Et ici, h est égal à 1 car on étudie le taux de variation sur un jour. 2 au carré c'est égal à 4 et 2 exposant 1 c'est égal à 2. Donc on a bien 4 moins 2, autrement dit 2. Et en effet, si on étudie le taux de variation au niveau d'une journée, on remarque que le taux de variation est égal au nombre de populations initiales. On serait donc tenté de dire que la dérivée de 2 exposant x, ce serait tout simplement lui-même. Et c'est pas si loin de la réponse réelle, mais pas tout à fait. Car ici, on étudie le taux de variation sur une journée. Mais pour obtenir la dérivée, il faut appliquer un taux de variation instantané, en faisant tendre h vers 0. Je skip les manipulations, mais pour faire simple, pour toute fonction de type n exposant x, sa dérivée est égale à ln de n fois n exposant x. Et vous savez que ln c'est le logarithme népérien en base e. Ce qui montre encore une fois à quel point e est important dans la description d'une croissance exponentielle. D'ailleurs, si on essaye de faire la dérivée de e exposant x, on trouve que la dérivée de l'exponentielle est égale à l'exponentielle. Et en fait, c'est la seule fonction qui agit de la sorte. Si chez vous ça vous ne procure rien, je ne vous comprends vraiment pas. Pour finir avec les cas d'utilisation de e, on le retrouve même en probabilité. On a une fonction qui s'appelle la fonction de densité de probabilité dans la loi normale. Une loi normale, c'est juste une loi de probabilité absolument continue, qui dépend donc simplement de son espérance et de son écart type. Encore une fois, désolé, mais je ne vais pas réexpliquer ce que c'est l'espérance et l'écart type. Mais bon, juste pour vous donner une définition, l'espérance effectue juste une moyenne des variables possibles d'être obtenues dans une expérience aléatoire. Et l'écart type détermine la dispersion de ces valeurs aléatoires, c'est-à-dire à quel point ils sont écartés. La fonction de densité de probabilité montre à quel point une variable aléatoire est susceptible d'être égale à une certaine valeur. Plus précisément, elle indique où un événement a le plus de chances de se produire. Par exemple, dans un lancer de fléchettes, il est difficile de déterminer la probabilité exacte d'atterrir sur un point, mais on peut dire que la flèche a plus de chances d'atterrir dans le centre que sur le bord, par exemple. Et cette fonction permet de dire justement où la fléchette a le plus de chances de tomber. Et du coup, quel est le lien avec E? Dans une loi normale, la fonction de densité de probabilité est calculée de cette manière. Et on retrouve encore une fois le nombre E. Comme dit précédemment, toutes les apparitions de E que j'ai présentées aujourd'hui sont juste une infime portion d'un vaste univers influencé par E. Mais dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.